vous souhaite la bienvenue dans la deuxième journée de la conférence de manuscrits en lettres arabes de l'Afrique. Donc, nous avons la deuxième séance de cette conférence qui a comme titre les bibliothèques de manuscrits et les centres du patrimoine des manuscrits en Afrique. Pendant cette séance, nous allons rencontrer un grand nombre de professeurs experts dans le domaine. Le directeur de cette séance sera professeur Mohamed Diaguiti. Nous avons aussi le professeur Ahmed Chawqi Bin et nous avons aussi monsieur Jim Osman. Et de même, nous avons le professeur Jonathan Brocker. Pendant cette séance, nous allons essayer de jeter la lumière sur les bibliothèques de manuscrits en Afrique et leur contenu, et aussi quelques centres du patrimoine de manuscrits en Afrique, et cela, en fait, les manuscrits écrits en lettres arabes. Les participants qui n'ont pas assisté à la première séance d'hier, je vous rappelle que la première séance avait comme titre les traditions historiques des manuscrits en lettres arabes en Afrique, et cela à travers deux séances que nous avons terminées hier avec la bénédiction de Dieu. La séance d'aujourd'hui, qui sera dirigée et modérée par professeur Diaguiti, est le directeur général de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba à Tombouctou, à Mali. Il a eu son doctorat de l'université de Zatouna en 2007. Il se consacre à l'étude des manuscrits anciens du Mali, particulièrement ceux relatifs au peuple de Fulani. Il a soutenu une thèse dans ce sens intitulée « Contribution des Peuls du Mali à la civilisation islamique pendant les 18e et 19e siècles ». Dr Diaguiti fut commissaire de plusieurs expositions des manuscrits anciens au Mali, en Afrique du Sud et en Allemagne. Il a aussi fait ses jours de recherche à l'université de Cape Town en Afrique du Sud et à l'école normale supérieure de Lyon en France, à l'université de Pékin en Chine et l'université d'Illinois aux États-Unis. Il a participé également à plusieurs conférences nationales et internationales. Il a de même des travaux dont certains sont publiés, ainsi que des articles et aussi quelques articles qui sont en cours de publication. Il est depuis le 4 avril 2018 directeur général de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Je lui donne la parole et je l'invite à commencer cette séance. S'il vous plaît, prenez la parole. Je vous remercie beaucoup, monsieur le docteur Medhat Issa, pour cette introduction très riche et très détaillée. Au nom d'Allah, le miséricordieux, et que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur son prophète et ses compagnons. En fait, il y a un problème technique chez professeur Diaguiti. On peut commencer maintenant cette séance en attendant qu'il ne rejoigne. Nous pouvons appeler et inviter. Voilà, docteur Diaguiti, je vous donne la parole. Je salue et remercie infiniment les organisateurs, c'est-à-dire la Bibliothèque d'Alexandrie et the Islamic Manuscripts Association, qui ont eu vraiment l'honneur d'organiser cette conférence aussi intéressante.
Donc, aujourd'hui, concernant la table ronde numéro 2, nous avons 3 intervenants. Il s'agit du professeur Ahmed Shawqi Binbin et Dr Jim Ousmane Dramé et Dr Jonathan Eugène Brocap. Ceux-là qui sont les 3 intervenants. Donc, le premier intervenant, c'est le professeur Ahmed Shawqi Binbin, qui est vraiment très, très connu dans le monde des manuscrits, qui est le directeur de la bibliothèque Al-Hassaniya, bibliothèque royale du Maroc. Et sans plus tarder, je lui passe le micro pour présenter sa communication. Monsieur professeur Ahmed Shawqi, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix et la prière de Dieu soient sur son prophète et ses compagnons. Cette réunion, je remercie l'association TIMA et la Biblioteca Alexandrina pour leur invitation à participer à cette rencontre scientifique qui traitera des bibliothèques, des manuscrits africains en Afrique. C'est un sujet très important, c'est un sujet nouveau et c'est pourquoi la bibliothèque a bien choisi les sujets. J'ai proposé auparavant à la société TIMA une discussion concernant une lecture historique, paléographique et codicologique du manuscrit arabe en Afrique. Donc, nous allons parler très brièvement, en 25 minutes uniquement, qui n'est pas suffisant du tout pour parler en détail, mais je vais essayer pendant ces quelques minutes d'abréger, de parler brièvement de ce sujet très important. Donc, nous allons parler de l'histoire, de la paléographie, de la codicologie, donc c'est-à-dire la forme du livre et son industrie, et cela d'une manière très brève. Je vais donc vous donner des points ou bien des titres sans développement. Donc, le livre africain, qui est écrit en lettres arabes, est une partie du patrimoine écrit arabe. Il est le plus riche connu par l'humanité, et cela à cause de sa valeur essentielle dans la civilisation arabe. La richesse provient de 3 causes. Tout d'abord, l'expansion et l'avènement de l'islam. Deuxièmement, l'expansion de la langue arabe. Et troisièmement, l'expansion de la littérature arabe, et cela dans toutes les régions. Les experts européens, comme Geoffrey Rocker, ils considèrent les langues qui ont utilisé l'écriture arabe à peu près 30 langues. Donc, ça fait partie du livre arabe ou bien du manuscrit arabe. Et cela est relatif aussi à l'écriture arabe et au livre arabe qui est la source. C'est pourquoi nous devons connaître, nous ne connaissons pas beaucoup d'informations sur le livre africain ou bien les manuscrits africains, parce que ça a une histoire très récente qui remonte au 19e et 20e siècle. J'ai pensé
de reformuler ma thèse. Et c'est pourquoi j'ai pensé à reformuler ma thèse ou bien ma présentation sous forme de questions. Qui sont les peuples qui ont produit ce livre africain en Afrique de l'Ouest? Les peuples qui ont vécu dans ces régions. On n'a pas pu connaître les sources exactes et les dialectes exacts et les langues exactes de ces régions, que ce soit en Afrique de l'Ouest subsaharienne, la Mazig, les Touaregs et d'autres races. Nous avons aussi pensé à identifier le début de la relation et de la communication avec ces personnes, et cela à travers le commerce et l'avènement de l'islam. Quelles sont les premières personnes qui se sont dirigées vers ces régions? Ce sont toutes des questions et on ne trouve pas de réponse exacte pour ces questions. La première, on dit, ou bien il y a des opinions qui disent que la première relation et la communication avec ces peuples reviennent aux cavernes musulmans en Algérie, ou bien les Khawarij, ou bien le peuple du Kairouan et quelques commerçants libyens. Les Africains ne connaissent pas le secte maliki que pendant le 5e siècle de l'Hégire, ils se sont influencés par ce secte ou bien mazhab à cause de ses rites et de ses lois. Et cette influence s'étend jusqu'aujourd'hui à travers des centres de recherche. Nous avons aussi au Mali, on n'a pas de date exacte pour la création de ces centres d'études ou bien d'enseignement. C'est pourquoi je vous dis que le sujet est très difficile et compliqué. Une deuxième question, quand est-ce que le livre africain a commencé à être écrit? Quelques personnes pensent que le début de ce support, c'était depuis l'ère des Mourabiti, et cela, Hassan al-Mouradi, puis dans son livre Al-Ishara fi al-Siyasa ou Al-Ishara fi Tadbir al-Imara, que ce soit dans le 5e ou le 11e siècle, nous avons Abdelrahman al-Saadi, Abdelrahman Baba et d'autres personnes. Et nous avons aussi quelques autres experts africains, mais nous ne trouvons pas de traces avant le XVIIe siècle. Pour répondre à ces questions qui concernent l'Afrique subsaharienne, nous restons toujours dans des propositions et des théories, mais nous n'avons pas de réponse exacte et nous avons besoin de plus de recherche et d'évaluation de ces sources pour avoir des résultats exacts et avoir des réponses claires. Nous nous demandons toujours pourquoi nous restons jusqu'aujourd'hui dans cette 3e millénaire. Pour ce qui est du patrimoine africain, nous restons toujours dans la stade de regroupement de collections, et cela malgré les efforts déployés par les experts. Tout d'abord, la marginalisation et la marginalisation de ce patrimoine. Le colonisateur français, par exemple, n'avait pas une culture ou bien une politique culturelle pour promouvoir le patrimoine africain. Et troisièmement, le patrimoine africain n'a pas joui d'une importance ou bien d'un intérêt comme celui qu'a joui le patrimoine africain du nord de l'Afrique. Donc, toutes ces initiatives restent limitées. Par exemple, l'initiative au 19e siècle d'un expert, Octave Oudas, il a
fait des études concernant les manuscrits africains du XIe ou XVIIe siècle. Donc, c'était cela la première, la première raison, c'est-à-dire les raisons de la marginalisation. Et la deuxième raison, John Hornwick, c'est un Américain qui a vécu jusqu'à 2015. Il est le plus grand orientaliste américain qui s'est intéressé au patrimoine africain. Le colonisateur français n'avait pas une politique culturelle pour promouvoir le patrimoine africain. La troisième raison, que le patrimoine africain n'a pas joui d'un même intérêt comme ce qu'a joui le patrimoine du nord de l'Afrique. Il n'y a pas de raison, bien sûr, mais nous connaissons qu'il y a un grand essor en ce qui concerne le patrimoine du nord de l'Afrique. Il y a des dizaines de recherches qui consistent à étudier ce patrimoine. Nous avons aussi d'autres orientalistes français qui ont étudié ce patrimoine de l'Afrique du Nord. La recherche paléographique et codicologique du manuscrit africain. Je dois donc dire un mot sur le patrimoine concernant le contenu, les sources, les connaissances arabes contenues dans ce manuscrit africain de très courte histoire. Il se trouve dans les bibliothèques africaines et dans d'autres centres d'études jusqu'au XIXe siècle. Peu d'entre ces manuscrits n'est connu. Nous ne connaissons pas, par exemple, les sources ou bien les dates. Nous ne connaissons pas d'autres détails concernant les manuscrits. Et ça reste toujours une source orale qui est la plus utilisée par ces peuples. Nous avons, par exemple, l'histoire du Soudan et nous trouvons les sources orales à travers les cheikhs et les oulémas qui étaient les responsables de l'enseignement et qui reposaient toujours sur le facteur oral qui est resté le plus utilisé jusqu'au XIe siècle. Donc, voilà le savant malien qui a vécu jusqu'à 1991. C'est un exemple très courant. Amadou Hampâté, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc, nous avons dans ce patrimoine comme contenu plusieurs domaines. Il y a aussi plusieurs rapports, plusieurs commentaires et annotations et paratextes qui donnaient des informations dans les livres de religion, de doctrine. Et Ahmadou Baba et un autre expert mauritanien qui ont écrit plusieurs livres et manuscrits entre le XIe et XVIIe siècle. Nous avons aussi plusieurs experts du XIIe siècle. En ce qui concerne la forme, le contenu des bibliothèques concerne ou bien comporte les regroupements ou bien les collections pendant les missions scientifiques ou bien pendant aussi la communication avec les séances d'enseignement ou bien les séances scientifiques avec les savants. Nous avions toujours des invitations pour des savants provenant du Maghreb, comme Abdelrahman Souqay El-Ashiq, pour visiter par exemple les pays africains. Et il y avait aussi
d'autres livres qui sont parvenus en Afrique à travers les savants provenant de plusieurs autres pays et régions. Il y a eu une invitation par l'association de Furqan pour faire des recherches. Maintenant, nous allons traiter des côtés paléographiques, codicologiques du patrimoine du manuscrit de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tout ce qui a rapport avec les marges, les annotations et ainsi de suite. Comment étudier le manuscrit selon les deux sciences mentionnées, la paléographie et la codicologie. Nous avons besoin d'une observation. C'est une science qui repose sur l'observation, donc l'observation du patrimoine. Nous allons donc reposer sur l'observation comme John Hanwick, Gélésy et l'Allemand qui ont fait des études concernant les manuscrits africains et ils ont mis quelques critères, même si c'était des critères qui ne sont pas objectifs, mais ce sont des résultats auxquels ils ont abouti à travers leurs études. En ce qui concerne le côté paléographique, l'écriture africaine est une écriture arabe, mais comment l'écriture arabe a parvenu à ces régions et quels sont ces types? L'écriture arabe est apparue avant l'islam, mais c'est-à-dire l'écriture arabe elle-même, c'est-à-dire la lettre arabe était présente avant l'islam, mais l'écriture en arabe, en lettres arabes, est relative ou bien a une relation directe avec l'avènement de l'islam. Les savants ne connaissent pas quand est-ce que cette écriture est arrivée en Afrique ou bien quelles sont les voies de l'arrivée de cette écriture en Afrique. Il y a par exemple l'écriture hijazi qui est passée à Koufa et puis la Houssina et le style koufi qui est maintenant l'écriture arabe formelle. Mais comment est-ce que cette écriture koufique est arrivée en Afrique? Nous avons pu voir des modèles très anciens de cette écriture sur les moussols. Nous avons trouvé aussi plusieurs copies du Coran écrites par l'écriture koufique ou bien de l'Andalousie. Il y a un orientaliste allemand, il considère qu'il y a deux types ou bien deux styles d'écriture, Qayrawani de l'ancien koufique et deuxième style, le style de l'Andalousie ou bien le style persan qui s'appelle le style du Soudan. Et cela dans un livre, Asalib al-Khatt al-Arabi, en Afrique de l'Ouest. Et c'est un livre en anglais, traduit en arabe. Le style d'écriture diffère selon les dialectes. Il est gras chez les Wolouf, il est de forme de cercle chez les Foulani et il est très grand de taille chez les Hausa. Donc, plusieurs peuples africains ont utilisé l'écriture arabe selon leurs dialectes respectifs. Ce n'est pas un sujet nouveau. En Égypte, par exemple, en Égypte, nous avons, par exemple, eu recours à l'écriture latine pour écrire la langue copte, par exemple. Donc, bien sûr, nous disons que l'écriture arabe, c'est la même chose pour la langue persane, par exemple. Les Persans ont emprunté des lettres arabes et ils ont ajouté 4 lettres pour donner les sons qui ne se trouvent pas en arabe. Donc,
Plusieurs langues du monde ont écrit leur langue en lettres arabes comme la langue turque, ourdou et d'autres langues. Giffre Repère a trouvé 129 langues qui ont été écrites en lettres arabes, en écriture arabe. Il y a aussi la translittération qui est utilisée pour transmettre une langue en écriture arabe ou bien en lettres arabes. C'est-à-dire le fait de translittérer, c'est-à-dire d'utiliser une autre langue, les lettres d'une autre langue pour écrire une langue non écrite. En ce qui concerne que ce soit la langue arabe, je n'aurai pas le temps de parler en détail sur ce sujet. Nous avons eu recours à l'ajout de quelques points ou bien de quelques signes sur les lettres arabes pour rendre les sons qui ne se trouvent pas en arabe. Quelques peuples ont abandonné la lettre arabe et ont eu recours à la lettre latine pour écrire leur langue et dialecte, que ce soit comme par exemple la langue turque, Hausa ou bien Ourdu, et cela sous l'impulsion de la colonisation française. En ce qui concerne l'action de copie qui se trouvait en Afrique de l'Ouest, il y avait une activité individualiste par des copistes où on donnait aux copistes les papiers et l'encre d'or pour qu'ils terminent le travail. Et il va avoir la moitié de l'or utilisé dans l'écriture de ces manuscrits. Il y a aussi la copie collective. C'est une action collective de copie qui est très répandue et cela veut dire qu'une copie sera faite par plusieurs copistes. Ils vont contribuer, ils vont coopérer ensemble pour la copie d'un livre. Picia, c'est un mot latin du français pièce. Nous répartissons la copie, nous allons répartir le livre en plusieurs parties et on va donner à chaque copiste une partie qu'il va terminer et puis on va regrouper le tout ensemble. Cela assurait une rapidité et un très grand nombre de copies. Et après cela, il y avait aussi la révision des copies par les cheikhs. Cette pratique était faite dans les mosquées et les centres de recherche. La Picia est connue depuis le patrimoine grec, c'est-à-dire depuis l'Antiquité. En Afrique de l'Ouest, nous avons fait des copies du savant al-Ashiq qui a été fait à travers la copie collective. C'est un ouvrage bibliophilique. Il contient 20 volumes et la Bibliothèque nationale marocaine a conservé plusieurs copies de ce manuscrit. En ce qui concerne le côté codicologique, c'est-à-dire qui a rapport avec la forme du livre et la forme même de l'écriture, le style de l'écriture, l'industrie même du livre ou bien du manuscrit, la numérisation aussi, ou bien la pagination, excusez-moi, la pagination. Donc, le copiste africain a suivi les pas du copiste arabe. Il a choisi les cahiers comme support pour les manuscrits. Ce sont des papiers. Ce sont des papiers séparés, sans reliure. Et cela, dans la plupart des cas, il y a aussi voilà, nous avons toute une terminologie
pour la réclame qui est le dernier mot qui se trouve dans une page et qui sera le premier mot dans la page suivante. Il dépendait toujours de la réclame pour la pagination, pour conserver l'ordre du manuscrit. Cela a amené la perte de plusieurs feuilles, plusieurs folios, parce que les folios et les papiers étaient séparés, ils n'avaient pas de reliure. C'est pourquoi le chercheur doit connaître les sciences et les connaissances arabes contenues dans les livres pour qu'il puisse connaître quels sont les papiers, quels sont les folios qui font partie d'un seul manuscrit. La première page comporte le titre, les prières, les supplications. La première page peut être mise dans un encadré. Ça comporte aussi le titre du livre, l'intitulé du livre. Il y a dans les marges des commentaires, des annotations, des paratextes, que ce soit dans les dialectes africains, c'est-à-dire que le copiste est un ajami. Et ce sont des dialectes africains écrits en lettres arabes, c'est-à-dire ajami. La dernière page, ou bien il y a les prières ou bien les supplications de clôture. Il n'y a pas de colophon. Et peut-être nous pouvons trouver la date de la copie, c'est-à-dire le calcul de X, c'est-à-dire écrire les lettres à travers les calculs de phrases. Le alif, par exemple, c'est 1, le ya, c'est 10, et ainsi de suite. Vous allez voir ici, comme vous voyez devant vous, nous avons un total ou bien un calcul des lettres. Nous avons chaque lettre a une forme ou bien un équivalent numérique. Le Chine chez les Africains, c'est-à-dire 1000. Ce sont aussi les valeurs numériques qui se trouvent chez les Maghrébins, mais chez les Orientaux, il y a d'autres modes de calcul des valeurs numériques. En ce qui concerne les modes ou bien les instruments utilisés dans l'écriture ou bien dans la copie, il n'y avait pas beaucoup d'écrivains. Il y a, par exemple, la corde ou bien la qarid en arabe. C'était le support essentiel ou bien le plus utilisé chez les Africains. Le qarid, quand est-ce qu'il est introduit en Afrique et comment il est entré, c'est le type de papier sur lequel on écrivait les manuscrits. Nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. On n'a pas de réponse claire pour cette question. Dans Zakirat tunisienne, qui remonte à l'11e siècle, et aussi nous avons l'écriture de Grenade et l'écriture koufique qui remonte au 16e siècle. Quelques experts pensent, donc nous sommes toujours dans les hypothèses, quelques experts pensent que le papier qarid est arrivé en Afrique à travers les commerçants maghrébins, à travers la Libye, à travers la communication géographique et commerciale. Le savant Abbès, l'expert français Houchard, qui a travaillé à Madagascar et a écrit plusieurs livres concernant son histoire et ainsi de suite. Il pense que le papier qarid était introduit à Madagascar, c'est cela Bouchard.
mais cela n'est pas documenté par l'étude codicologique. Il n'y a pas de confirmation de cette hypothèse de la fabrication du carré ou bien du papier garé à Madagascar. Quelques manuscrits africains et copies sur le papier européen ou bien aussi sur un papier provenant de l'Italie. Il y a aussi les formes de décoration. Il y a aussi des filigranes. Entre parenthèses, ce ne sont pas tous les types de papier carré qui comportent des filigranes. Quelques papiers portaient des filigranes, d'autres non. Ce n'est pas vrai que le papier qui ne contient pas des filigranes remonte aux orientalistes. Ce n'est pas vrai. Les premiers filigranes sont apparus en Italie en 1282. Docteur Shawqi, excusez-moi, vous avez 1 minute pour terminer votre présentation. Ils ont utilisé aussi le stylo traditionnel et en clôture. Nous avons toujours beaucoup de pistes de recherche qui doivent être explorées par les chercheurs et les savants dans ce domaine pour découvrir davantage d'informations et de données sur les manuscrits africains. Et on a découvert peu de choses. Et c'est une preuve de la richesse des manuscrits africains et qu'il y a encore beaucoup à découvrir pour ce qui est du manuscrit africain écrit en lettres arabes. Nous devons donc travailler avec des groupes de travail, faire les recherches avec des groupes de recherche, parce que le manuscrit africain est resté pour toujours marginalisé, et cela par les experts africains et aussi étrangers. دكتور دياجيتي هل تسمعني؟ نعم الآن أسمع حضرتك Oui, maintenant je viens de vous entendre. Donc ici, بشكل دائم حتى نسمعك بوضوح. لا كنت ما أعرف عندي مشكلة الآن نعم كان عندي مشكلة. J'avais un problème technique et essayé d'activer le micro plusieurs fois et désolé infiniment. Alors, merci. Donc, je tiens à remercier Dr Ahmed Shawqi pour son intervention. Il a mentionné tous les outils d'écriture en Afrique noire. Il a parlé des types de calligraphie utilisés par les copistes en Afrique de l'Ouest. Aussi, il a parlé de la codicologie, c'est-à-dire ce qui concerne les manuscrits, côté physique et côté interne et extérieur, nous pouvons dire ainsi. Donc, merci infiniment, professeur, pour cette brillante intervention qui nous a permis quand même de mieux cerner et comprendre l'histoire de ces manuscrits en Afrique noire. Maintenant, nous allons passer au deuxième intervenant. Il s'agit de Dr Jim Ousmane Dramé, qui est chercheur et chef du département des manuscrits à l'Institut fondamental d'Afrique noire de Dakar, l'Université Cheikh Anta Diop. Lui, il va nous parler de
Centre du patrimoine manuscrit en lettres arabes en Afrique subsaharienne et exemple de département de la langue arabe à l'université de Cheikh Anta Diapo. Monsieur Dramé, si vous m'entendez, vous avez la parole et merci encore pour votre présence virtuelle. Merci beaucoup. Vous avez quand même 25 minutes, donc il est 11h44. Donc, nous pouvons dire midi, 10 minutes. Vous devez finir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur. Vous avez la parole. Docteur Dramé? Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Il y avait un petit problème technique, mais maintenant je vous entends très bien. Oui. Ok, vous avez la parole. Vous avez 25 minutes, s'il vous plaît. Merci infiniment, mon ami Oustaz Dr. Tekite. Mon فترة طويلة يعني ما لم نلتقي في دكار. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on s'est vu à Dakar. Donc au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, sa famille et ses alliés. Alors, donc je tiens à remercier et saluer la bibliothèque d'Alexandrie et aussi les organisateurs qui ont pensé à moi et qui m'ont donné l'opportunité de participer à cette conférence. Et je tiens aussi à remercier l'Égypte, son président et aussi tout le peuple égyptien. De même, je tiens à remercier Dr Ahmed Tayyib, cheikh de Al-Azhar al-Sharif, et l'intitulé de mon intervention, c'est les centres du patrimoine manuscrit en lettres arabes en Afrique subsaharienne, département des manuscrits, Université de Dakar, Sénégal, à titre d'exemple. Il est indubitable que le patrimoine, c'est une chose à laquelle nous devons accorder une très grande importance et nous devons bien sûr la sauvegarder. Et bien sûr, n'importe quelle histoire de n'importe quelle population doit se connaître ou bien doit être connue à partir, bien sûr, de son patrimoine. Et bien sûr, il est connu que la civilisation islamique a contribué d'une manière pertinente à enrichir la pensée humaine. Et comme nous le savons, bien sûr, que les ulémas musulmans connaissent et comprennent le sens des versets du Coran que vraiment il faut écrire. Et nous pouvons dire que les savants nomades ont un très grand, ou bien ont joué un rôle très important à enrichir le patrimoine islamique et à l'enraciner en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend maintenant. On vous entend maintenant. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre les phrases une autre fois? Dr. Darmy, est-ce que vous m'entendez? Donc, Dr. Zekiti, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, je pense que
Donc, nous pouvons prendre le docteur Prokop et après cela, nous pouvons voir notre cher collègue Drami après cela. OK, oui. Donc, oui. Alors, Jonathan Eugène Brokat est professeur d'histoire et d'études religieuses à l'Université d'État de Pennsylvanie. Ayant étudié les premiers textes juridiques musulmans, il est l'auteur ou l'éditeur de plusieurs livres, dont Early Maliki Law, The Cambridge Companion to Muhammad et Muhammad's Heirs, The Rise of Muslim Scholarly Community. Docteur professeur Jonathan va nous parler de l'histoire et importance de la collecte de manuscrits de Kairouan en Tunisie. Professeur, si vous m'entendez bien, vous avez la parole pour 25 minutes. Et il est 11h53, donc nous pouvons dire jusqu'à 12h20. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis et collègues. And thank you to je vous remercie infiniment pour la tenue de cette conférence. J'espère que vous voyez maintenant ma présentation. Donc, je tiens bien sûr à Lily. and Sub-Saharan Africa are very much closely tied. Donc, contrairement cela, il a voyagé à Kairouan.
via le véhicule qui a été avec des chevaux. Et après cela, comme vous voyez maintenant sur l'écran, vous pouvez voir, c'est une barrière. Et en fait, ça, c'était vraiment très polémique. Mais quand même, ça, c'est pour, en fait, la vie privée du roi. Et comme vous voyez ici, il y a ici les chambres ou bien les pièces, comme je viens de le mentionner ici avec la flèche. Et ça, c'est une sorte de communication entre la mosquée et le campus. Et il y avait quand même certaines collections du Qayrawen. Et il y avait aussi des manuscrits qui n'étaient pas vraiment bien rangés. Il y avait aussi une feuille d'une version du Coran et d'autres livres qui ont été couverts par la poussière et aussi l'araignée. Et il a commencé à arranger ces manuscrits. Et pour ces pages, ou bien il y a quelques pages qui ont été prises de la part des Ottomans et aussi des Européens, mais quand même, nous pouvons dire que nous avons une collection qui est tout à fait complète. Et en fait, les manuscrits du Coran, c'était vraiment l'original. Et après cela, nous avons ajouté d'autres manuscrits. Et nous avons en fait deux preuves. Premièrement, il y avait des versions qui étaient pour juste l'exposition, bien la présentation et non pas, par exemple, la lecture. Et comme nous le savons, que à Dar el-Hikma, il y avait une certaine un enseignement pour cela. Et nous pouvons dire que le Coran est en pleine relation avec la mosquée, mais ça, c'était pas en fait correct. Et deuxième preuve, c'est les actes de Waqf qui ont été décorés ou bien qui présentent une certaine décoration sur les versions du Coran. Il y avait quand même quelques versions qui ont été comme des dons à la mosquée et les versions du Coran faisaient partie des collections. Et si jamais nous allons voir quelques remarques ou bien quelques commentaires, donc nous pouvons noter qu'il y a plus de 23 manuscrits qui dataient ou bien qui datent du 3e siècle de l'Hégire. Ces manuscrits ont été étudiés à partir de la part de plusieurs générations et après ce temps, ils étaient négligés et ce qui a vraiment enragé Mohammed Bayram. Donc, parce qu'en fait, ces manuscrits sont considérés comme un trésor et via lesquels nous pouvons apprendre pas mal d'informations et aussi des textes qui ont été sauvegardés et conservés. Et cela, vraiment, c'est en contradiction avec les autres manuscrits que nous pouvons trouver en Europe et en Amérique latine. Alors, la collection en comprend 4000 pages ou bien 4000 feuilles et il y a quelques papiers qui ne font pas partie de l'écriture ou bien qui ne fait pas partie du Coran. Il y a aussi plus de 1700 manuscrits et de feuilles détachées. Et après cela, il y avait d'autres choses qui ont été ajoutées. Et pour que nous puissions comprendre comment la nature singulière de cette collection, alors je vais parler de Sahmoun ibn Saïd et son livre qui est vraiment très important, bien son œuvre.
Sahnoun. Donc, c'est le deuxième livre qui est en fait le plus important. Après le livre de Malik et Sahnoun, il est vraiment représenté dans la collection du Qayrawan. Et nous pouvons trouver des centaines de pages de Sahnoun al-Mudawwana qui donnent une idée sur les manuscrits qui y sont afférents et surtout les manuscrits avant le IIIe siècle de l'Hégire, et cela après sa mort. Et cela vraiment était étrange de trouver tous ces manuscrits après une seule génération de sa mort. Et il y a quand même des textes qui ont été traduits de la part de Sahnoun. Il y a aussi un texte de la part d'un élève ou bien d'un étudiant à Sahnoun qui nous donne une certaine idée scientifique ou bien des informations scientifiques. Et nous pouvons trouver des fragments de la Mudawwana de Sahnoun, comme nous voyons que c'était récité avant 235 ans de l'Hégire, c'est-à-dire avant le décès de Sahnoun. Je pense que vous voyez cela. Donc, ça a été récité de la part de Sahnoun et aussi de la part de Saïd ibn Rashid. Et en bas, vous avez un autre commentaire ou une autre remarque, c'est-à-dire c'était récité de la part de Sahnoun. Alors, les fragments de ce Mudawwana-là, donc a écrit Ziden ibn Ismail. Donc, ça a été en 256 que une très grande partie des manuscrits de Qayrawan était sur le cuir. Et l'autre, c'était par exemple en 258, c'est composé par exemple 8 pages. Et aussi, il y avait un Allemand qui a écrit que 2 de ces manuscrits remontaient à la période de la Mudawwana de Sahnoun. Et un grand nombre de ces manuscrits et de ces recherches doivent être vraiment menées sur ce Mudawwana, le Mudawwana de Ibn Sahnoun. Et après cela, nous pouvons trouver 2 fragments de Mukhtarat al-Sahnoun. Et nous pouvons trouver 2 pages en fait du livre Al-Hajj. Et c'était en 284 et une étude a été entreprise et il y a bien sûr des centaines de pages des manuscrits qui concernent Sahnoun pour voir ses œuvres. Il y avait quand même des textes qui ont été pris de la bibliothèque de Sahnoun qui remontent à d'autres générations, mais sans preuve. Donc, par exemple, Abdelaziz Abdallah ibn Abi Salama al-Masjoun, et ça c'était en 164. Et nous avons Malik ibn Anas, et nous avons aussi Abdallah ibn Wahb. Et ça a été entrepris en 274 de l'Hégire. Et nous pouvons dire qu'il y avait des paratextes qui ont été aussi étudiés. Et nous avons un manuscrit qui date depuis 880, c'est le plus ancien. Et ça concerne
Abu Zaïd. Et donc, et cela veut dire que ce manuscrit-là peut être plus ancien. Mais nous pouvons dire, ou bien nous croyons que ça a été écrit pendant la vie de Sahnoun. Il y avait aussi d'autres qui ont dit qu'il y avait des manuscrits concernant un nombre de hadiths. Alors, la collection de Qayrawen, ou bien de manuscrits de Qayrawen, sont très importantes et ces collections-là sont très importantes. Nicolas Chomokrani a écrit un grand nombre d'articles en étudiant Abdallah ibn Wahb et ça a été traduit via l'intermédiaire de Sahnoun dans sa propre Mudawana. Cela veut dire que Sahnoun a cité de Ibn Malik et nous pouvons voir ou bien nous pouvons faire une certaine comparaison entre ce qui a été écrit dans sa Mudawana et ce qu'il a cité d'une manière directe des autres savants. Il y a un autre manuscrit qui se compose de 14 pages qui renferme des poèmes qui ont été cités de Abdallah ibn Wahb. Et ça peut être, par exemple, c'est une première preuve, en fait, que vraiment, ça c'était, que les manuscrits étaient vraiment importants pour l'apprentissage des sciences. Et cela a été écrit, par exemple, du même copiste qui était Abdullah ibn Masrour. Et quand même, nous avons une autre référence pour la Mudawana de Sahnoun, c'est le savant égyptien Ashraf Abd al-Ashhab ibn Abd al-Aziz. Et nous pouvons trouver une partie qui se compose de 18 pages. Et c'est le livre de Daoud al-Bayinat. Donc, nous pouvons... Et ce manuscrit, c'est le manuscrit le plus ancien à Kairouan. Et c'est ce dont nous avons parlé pendant la séance précédente. Donc, c'était vraiment écrit sur des papiers. Et nous avons aussi, avant la mort ou bien le décès de Yahya ben Omar, nous pouvons avoir une autre copie ou bien une autre version qui n'est pas vraiment datée de Sahnoun ibn Ziyad. Nous pensons que, en fait, le discours a été rédigé quand Sahnoun était un juge à Qayrawan. Et d'autres textes ont été écrits de la part de Ashraf Abdelaziz, dont un manuscrit qui se compose de 14 pages qui est intitulé Al-Hajj. Et c'est en fait le plus ancien et qui a été aussi transmis de la part de Sahnoun. Et nous avons Yahya ibn Omar, en fait, et Ziyad ibn Abdurrahman ibn Abi Ghamr Majalis. Et
Et la longueur de ce manuscrit-là, c'est dans 13 pages. Et c'est l'une des références les plus importantes de la Moudawana de Sahnoun. Et ça a été cité chez un savant qui était vraiment, c'est Al-Assel, qui est vraiment un savant très réputé. Et il y a quand même une autre partie du manuscrit de 13 pages. Et cela veut dire une certaine pénétration avec les Chaféites, et ça date de 261 ou 171 de l'Hégire. C'est 13 ans avant la mort de Al-Kilani. C'est comme une réponse aux Chaféites. J'espère que en fait ce résumé-là a donné un certain aperçu sur la vue de Ibn Saïd, et voir quelles sont les opportunités en fait pour chercher en fait dans ces manuscrits, et pour voir quand même si nous allons faire une certaine comparaison entre plusieurs versions, par exemple les décorations que nous avons coraniques, alors nous pouvons trouver que cela a été écrit sur c'est-à-dire sur des papiers qui n'étaient pas douces. Et en ce qui concerne les nouvelles générations, alors nous pouvons dire que vraiment, donc tout cela pour les futures générations, ça va être des trésors, et surtout les nouvelles personnes qui sont expérimentées, qui vont travailler sur ces manuscrits, et surtout et surtout la nouvelle catalogiste, c'est Afef Amrouchi qui va travailler sur cette collection. Et aussi, nous avons Salah Mahdi bin Hamouda qui a soutenu sa thèse de doctorat sous la supervision de M. Ibrahim Challouk. Et nous pouvons voir que, en fait, que leur équipe va être spécialiste dans la préparation d'un catalogue maintenant, qui est un catalogue scientifique. Vous voyez ici les travaux de restauration dans ce laboratoire. Ils travaillent d'une très bonne qualité sur ces manuscrits. C'est un travail de très grande qualité. En fait, le projet des collections de Kairaouen, ou bien le projet des manuscrits de Kairaouen, moi, je l'ai fondé il y a 5 ans. C'était en décembre 2009. Nous avons invité 4 membres des personnes travaillant dans le laboratoire pour visiter les institutions, par exemple à Hamburg et à Berlin, et nous offrons un stage de formation qui s'élève à 1 semaine pour les restaurations, et c'était en juin 2020, et ça a été fait en distanciel vu la pandémie du corona. Et vraiment, et ce projet-là vraiment a été touché par la pandémie du corona. Et nous pouvons dire que, en fait, l'université a tenu une conférence internationale. C'était en juillet 2021, et nous travaillons sur la formation de nouvelles personnes, ou bien de nouveaux stagiaires. Et
Et nous voyons, nous avons des objectifs, c'est le fait d'avoir notre propre salle d'observation pour que nous puissions faciliter la tâche à tous les chercheurs, y compris bien sûr les difficultés que nous affrontons ces jours-ci. Donc voilà, ça, ce sont des travaux qui sont vraiment des efforts qui sont déployés de la part de tous les copistes qui ont écrit ces manuscrits. Donc, je vous remercie infiniment, Dr. Brokoff. Qui se trouve en Tunisie. Et vous nous avez montré quelques extensions du Coran. Et vous avez parlé aussi des savants, Ibn Sahnoun et les autres, ainsi l'importance de ces manuscrits et le projet que vous dirigez qui va certes faciliter aux chercheurs l'accès à ces manuscrits. Merci infiniment pour cet exposé très, très brillant. Maintenant, nous allons voir si M. Dr. Dramé est prêt, s'il peut continuer. Si au moins les problèmes techniques persistent encore, ou bien il a pu avoir la solution. Dr. Dramé, vous m'entendez? Dramé, vous m'entendez? دكتور دياجيتيه نعم. دياجيتيه نعم. دكتور دياجيتيه هل تسمعني؟ نعم أسمع. دكتور دياجيتيه أسمعكم. يتبقى Il nous manque maintenant pour Dr. Dramé 15 minutes seulement. Et s'il vous plaît, donc, pour que nous puissions vraiment ne pas poser des problèmes techniques, alors donc il peut, alors il va donner son intervention sans vidéo, c'est-à-dire il peut éteindre sa caméra. Donc, je vous entends et je vous vois très bien. Donc, nous vous entendons très bien. Donc, s'il vous plaît, n'ouvrez pas la caméra. أبدأ بالنسبة لي مصادر حفظ تراثنا الإسلامي هنا في السنغال وفي أفريقيا. Il y a des sources qui aident à la conservation du patrimoine musulman, que ce soit par exemple les bibliothèques des mosquées, les bibliothèques privées et académiques, les centres de l'enseignement de l'islam et aussi les bibliothèques des sectes soufis et des familles religieuses et quelques associations et organisations islamiques salafis. Il y a aussi un très grand nombre de trésors, de livres et de manuscrits du patrimoine islamique qui se trouvent dans plusieurs parties du Sénégal. Nous avons perdu plusieurs manuscrits à cause de plusieurs facteurs, à cause des inondations, des incendies, de la pluie et l'incapacité de ses propriétaires à aller à la conserver et à la restaurer d'une manière adéquate. Un cheikh qui s'appelle le cheikh Bachir Kamra, qui est le grand-fils d'un grand écrivain sénégalais. Il y a aussi un historien très célèbre, c'est le cheikh Moussa Kamra, que beaucoup des écrits de son grand-père ont été perdus et on n'a pas pu les restaurer ou bien les sauvegarder. Ici, par exemple, le colonisateur français a trouvé que les manuscrits africains ont utilisé la langue arabe et aussi a utilisé les lettres arabes. Et c'était une entrave, un obstacle devant le colonisateur français pour aboutir à ses fins. C'est pourquoi il a eu comme politique de marginaliser la langue arabe.
le colonisateur n'a pas donné d'importance à ce patrimoine, et cela à cause d'un défi ou bien d'un motif religieux. Il a essayé de répandre sa propre culture aux dépens du patrimoine islamique et africain. Ici, nous avons le Centre français pour l'Afrique noire. Pour la même raison, le colonisateur français a créé en 1936 le Centre français de l'Afrique noire. Auparavant, il était nommé le Centre français de l'Afrique noire, et cela par le chef français, le monsieur Brieux, qui a commencé à publier ses résultats et ses recherches en 1939, et en 1963, après l'indépendance du Sénégal, on a intégré IFAN comme partie intégrante de l'Université de Dakar, et on a changé son nom en 1966 pour être connu sous le nom du Centre supérieur de l'Afrique du Nord au lieu du Centre africain, du Centre français, excusez-moi. En 1986, on l'a nommé le Centre supérieur de l'Afrique noire sous le nom du Cheikh Anta Diop après sa mort. Le centre contient un musée dans l'île de Gorée au Sénégal. Il a aussi une périodique et organise des conférences scientifiques auxquelles assistent plusieurs chercheurs de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays du monde. En ce qui concerne la création au début de janvier 1965, le savant français et l'orientaliste connu Wense Montabé a créé le secteur ou bien le département des recherches et des études islamiques dans le centre, et nous devons mentionner que les colonisateurs avaient l'initiative de chercher et de sauvegarder les manuscrits pour connaître les habitudes, les coutumes sociales et les modes de vie, et cela pour pouvoir les contrôler et les exploiter. Les manuscrits, tout d'abord, se trouvaient dans la bibliothèque du centre essentiel. Il y avait 6 collections. Et en 1965, quand on a établi un département des études islamiques, nous avons créé un secteur qui était spécialisé dans le domaine des manuscrits, et cela pour les manuscrits écrits en arabe, dans la langue Fulani, dans la langue Filtawi et dans d'autres langues ajami. Et la langue arabe, bien sûr, était la première langue écrite utilisée par les savants sénégalais depuis des siècles. Et c'était aussi la lettre de correspondance de plusieurs cheikhs, et elle a pu aussi faire face aux politiques du colonisateur qui entravaient son expansion. Il y avait beaucoup de directeurs et de chercheurs qui ont dirigé l'Institut. Tout d'abord, il y avait Théodore Monod de 1938 à 1968, et après cela, Wense Monté, qui était directeur, le deuxième directeur de 1965 jusqu'à 1968. Et maintenant, nous avons un directeur, Abdallah Bila. En ce qui concerne la répartition des manuscrits sous forme de collection, nous avons classé les manuscrits selon des collections. Chaque collection porte le nom de son collecteur ou bien de la personne qui a répondu, qui a fait cette collecte. Et cela pour lui donner de la valeur ou bien pour donner une valeur à son travail. Nous avons par exemple la collection Willard qui contient 4000 feuilles de documents qui s'intéressent au Niger, au Voutagalon et au Massina. Nous avons aussi la collection Gaden
qui fait partie au chef Gaden en 1939, qui s'intéresse au Fouta Tour, au Fouta Gland et au Niger et à la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi la collection Brofé qui s'intéresse aux documents historiques en langue arabe de la Mauritanie, de la Fouta Toro et aussi de Bénin, de la Nigeria, du Niger. Nous avons aussi la collection Picaré qui est collectée à Paris depuis 1908, qui s'intéresse, qui est créée par le cardinal Ficaré. Nous avons aussi cette collection qui s'intéresse au dialecte Fulani utilisé au Burkina Faso et au Niger. Nous avons aussi la collection Crémer qui porte plusieurs textes authentiques qui n'ont pas été publiés et qui s'intéresse aussi du peuple Fultawi et aussi contient des documents littéraires du Burkina Faso. Nous avons aussi la collection du Cheikh Moussa Kamra, collectée entre 1930 et 1944, et qui concerne plusieurs régions du Sénégal et d'autres pays. Nous avons aussi la collection Monté qui s'intéresse à l'histoire, à la sociologie et aussi l'histoire des Mourides, des Ohini et d'autres royaumes sénégalais anciens. Nous avons aussi la collection Amer Samb qui s'intéresse aux sciences islamiques, de la grammaire, de la poésie, de l'histoire, de la géographie, des maths et d'autres aussi sciences. Nous avons aussi la première collection qui a été collectée entre 1927 et 1939 par Billard. L'importance de cette collection repose sur le fait qu'elle couvre un très grand nombre de pays et porte aussi presque 4000 feuillets. Il y a aussi une autre classification, une classification géographique. Il vous reste 2 minutes. Donc, je vais parler aussi de notre département. Il y a aussi les chercheurs, il y a aussi les publications. Après cela, nous avons l'exploitation des manuscrits. Il y a quelques chercheurs qui ont créé qui ont écrit des recherches et des thèses en reposant sur en dépendant de nos manuscrits. Il y a aussi quelques problèmes qui entravent notre travail. Quelques familles refusent de nous présenter leurs manuscrits ou bien les manuscrits qu'elles possèdent, et cela, c'est un grand problème, bien sûr. En ce qui concerne la conclusion, je vais terminer en disant que d'après ce que je viens de présenter, j'espère que les personnes intéressées au patrimoine islamique et humanitaire de répondre aux besoins de notre département pour conserver une partie très importante du patrimoine islamique et arabe dans l'Afrique de l'Ouest et surtout au Sénégal. J'appelle donc les assistants, les personnes qui assistent, le public à trouver les moyens pour pouvoir soutenir notre département pour continuer ses recherches. Donc, nous devons créer un réseau de chercheurs qui s'intéressent au patrimoine africain et aux manuscrits africains. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Jim Dramé, pour votre intervention très riche. Vous avez parlé des centres de conservation des manuscrits. Vous avez cité quelques mosquées et des AUIA. Et vous avez mis l'accent surtout sur l'IFAN, qui a des musées et des bulletins qui organisent des conférences. Ainsi, vous avez parlé des directeurs qui sont succédés et les manuscrits que nous avons aussi concernant le Niger, Massina, ceux qui ont sélectionné ces manuscrits, Gadin, Brevier, Moussa Kamara et autres. Vous avez parlé aussi des défis que vous rencontrez, c'est-à-dire la refus
le refus des familles de donner ces manuscrits, effectivement, ça c'est un sérieux problème que nous-mêmes au Mali, nous vivons. Effectivement, beaucoup de familles refusent de nous vendre, de nous donner ces manuscrits. Effectivement, c'est un grand problème qui a besoin surtout de sensibilisation et beaucoup de sensibilisation. Je crois que ça nous reste encore 9 minutes. Nous allons voir les questions qui sont posées. Je crois qu'on a quelques-unes. Je laisse moi voir. Je crois. Non, attendez. Oui. دكتور دياغيتي دكتور Oui. دياغيتي نعم. دكتور دياغيتي أسمعكم. هل Vous voyez les questions, il y a un onglet de Q et A où vous trouvez quelques questions. Oui, bien sûr, je vais les présenter au public et aux intervenants. Une question à Monsieur Kamimbi. Est-ce qu'il y a des études codicologiques موسيقية أيضا؟ Est-ce qui concerne des notes de musique? La deuxième question, est-ce qu'il y a موسيقية? Est-ce qu'il y a des manuscrits qui comprennent des notes de musique? Une troisième question. C'est une question à Dr Chawqi. Malgré les efforts déployés dans les domaines de la composition et l'écriture du patrimoine africain en général et le maghrébin en particulier, qui concerne la culture orale, qui distingue la personnalité africaine, une grande partie du patrimoine oral du Maroc dans plusieurs régions n'est pas encore été documenté. Pourquoi? Prof Jonathan, quels sont les moyens utilisés pour la datation des manuscrits de la bibliothèque de la collection de Kairouan? Cela a reposé sur la date de la copie ou bien sur le support du texte ou bien l'étude des supports du texte et ainsi de suite. Des manuscrits de la collection de Kairouan. Est-ce que vous avez utilisé la date de la copie ou bien la datation à travers l'étude des supports des textes ou bien d'autres moyens? C'est une question à Dr Chawqi. Est-ce qu'il y a dans la bibliothèque royale des manuscrits qui remontent à la période Mourabitiya? Je répète la question. Donc, est-ce que vous avez dans la bibliothèque royale des manuscrits remontant à la période des Mourabiti? Donc, ce sont les questions posées. Je donne la parole à Monsieur Ahmed Chawqi Benbin pour répondre aux questions. Si vous avez d'autres questions, on va les citer après votre réponse. Allez-y, monsieur le professeur. Donc, j'ai eu 4 questions. En fait, concernant la première question, est-ce qu'il y a des études codicologiques en langue arabe pour les manuscrits africains? Moi, j'ai dit dans ma présentation, oui,
que, par exemple, entre 70 et 80% du patrimoine, ça date du 19 et 80 et le 20e siècle. Donc, nous sommes en train de les collecter. Donc, vous ne pouvez pas faire une étude codicologique si, par exemple, vous n'avez pas, bien sûr, un nombre qui est suffisant de ces manuscrits. Et ce qui a été fait, en fait, c'est le fait de faire des catalogues, le catalogage. Ça a été commencé en 1780 et après cela, et nous avons quand même, mais quand même, tout cela ne peut bien sûr être suffisant pour faire cette coticologie. Mais en ce qui concerne les notes musicales, donc bien sûr, je n'ai aucune idée. Donc, moi, je n'ai pas en fait trouvé un livre qui parle, par exemple, de la musique dans les pays africains. En fait, peut-être que ça existe, mais moi, je ne l'ai pas. Mais en ce qui concerne la culture orale, je peux dire que ce genre-là de culture, c'est un genre vraiment, ça date c'est très grand. Donc, nous avons un grand nombre de traducteurs, de personnes qui ont travaillé sur cela. Donc, si nous allons, par exemple, le comparer aux autres types de manuscrits, alors, donc, nous pouvons voir, par exemple, l'histoire du Soudan. Et nous avons le livre de Mihraj Saoudi. Donc, tout cela, c'est la base. C'est la base, en fait, de la culture orale. Et donc, je viens de dire maintenant que tout cela se trouve bien sûr dans la trésorerie royale. Et nous avons après cela Abidaoul. Et nous avons aussi une version de Sahih al-Bukhari. Et aussi de l'Asil. Donc, c'est que nous avons ici à Husseiniya. Et nous avons aussi bien sûr, dans les bibliothèques de Kairouan. Donc, je vous remercie infiniment. J'ai répondu à mes questions. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Dr. Ahmed Shawqi. Et that are at the end of the manuscript, but it's really les manuscrits, c'est un sujet qui est très, très intéressant parce que nous pouvons poser, par exemple, la question, est-ce que ces manuscrits-là ont été copiés via des personnes et nous devons avoir aussi des preuves concernant la datation de ces manuscrits. Tous les manuscrits, à part ce que nous avons révélé de Ashraf Abdelaziz, alors nous avons la différence entre les papiers. Alors donc, bien sûr, alors nous pouvons dire que ces papiers-là, ces feuillets détachés sont vraiment sauvegardés et conservés
et ça a été écrit sur les cuisses, par exemple, les cuirs que nous pouvons trouver dans les cuisses des animaux. Et c'était vraiment très facile et c'était aussi, c'était pas coûteux du tout, mais quand même, nous pouvons trouver l'écriture. Nous avons aussi Dr Bebin, que nous pouvons trouver par exemple l'écriture Koufi à Kairawed. Et aussi, nous avons des manuscrits via lesquels nous pouvons comprendre que l'auteur, c'est-à-dire que l'écrivain les a écrits. Par exemple, nous avons le savant Timimi, donc c'est lui qui a écrit ça. Et donc, il est savant Kairoun et par exemple, une autre personne que Sahnoun. Alors, il y avait des livres qui ont été rédigés pendant sa vie et après cela, d'autres Kinimi qui les a pris d'une autre personne. Et nous pouvons... alors, nous pouvons trouver plusieurs types, en fait, par exemple, de commentaires ou bien, par exemple, dans les signes de waqf ou bien les remarques du lecteur. Alors, donc, je vous remercie infiniment, Dr. Johnson, mais je pense que vous avez une autre... التزويد بنماذج منها لاحقا. Quels sont par exemple les arrêts ou bien les signes de waqf quels sont les signes de waqf sur les manuscrits de Al-Qayrawan? Alors, donc il y avait quelques études qui ont été menées en Allemagne et aussi d'Ibrahim Chabouh en langue arabe. Et donc, je ne me suis pas vocalisée en fait sur les signes d'arrêt ou bien de waqf, donc je n'ai pas d'expérience dans ce sujet. C'est ça la technologie. Bien vrai qu'elle est efficace, elle est aussi en même temps faible malheureusement. On ne peut pas la maîtriser comme le souhaitons. Donc, merci infiniment pour tout. Je donne la parole au directeur de la bibliothèque, Dr Medhat Aïssa. Merci beaucoup. شكرا دكتور دياغيتي على infiniment docteur Diakité d'avoir modéré d'une manière pertinente cette table ronde. Je pense qu'il y a aussi une autre question à Dr Ahmed Chaoui. Je ne sais pas si il est vraiment intéressé à répondre à une telle question. Alors, Dr Benbin, Dr Ahmed Chaoui Benbin, est-ce que vous m'entendez? Il y a maintenant une question pour l'un des intervenants. Alors, donc, est-ce que vous avez dans la bibliothèque royale, par exemple, des manuscrits qui remontent à cette période-là, al-Murabitiyya? Donc, j'ai répondu à cette question, monsieur. Donc, j'ai dit qu'il y a en fait, oui, de Sahih al-Bukhari. Donc, il y a 2 éditions et nous avons aussi, à part Sahih al-Bukhari, il y a aussi Sahih Muslim. Et donc, nous avons Ruwayt al-Arba. Et aussi,
et aussi d'autres œuvres qui se trouvent auprès de la bibliothèque Hassineye. Donc, je vous remercie infiniment, Dr. Chaoui, et nous sommes ravis de vous voir après de longues années. Oui, je me rappelle en fait de notre visite à l'hôtel et j'espère qu'on se voit prochainement pour que nous puissions travailler. Donc, j'espère en fait vous voir en présentiel. Et vous allez bien sûr, vous, comment vous le connaissez, c'est-à-dire vous avez une très grande réputation. Nous espérons vous voir prochainement en présentiel, malgré bien sûr les conditions qui nous ont obligés qu'on se voit en distanciel. Nous avons beaucoup aimé, nous aurions aimé que cette conférence-là soit en présentiel, mais vraiment, vu les conditions de la pandémie, c'est pour cela que ça a été tenu en distanciel. Nous espérons qu'on se voit dans 1h15. Alors, donc, je vais donner maintenant on va donner une pause et toute l'audience, les spectateurs et les personnes qui sont parmi nous, donc on se voit à 16 heures. C'est le fuseau horaire de l'Europe de l'Est. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes ou bien tous les intervenants, Dr Diaguité, d'avoir modéré cette séance. Je tiens aussi à remercier aussi Dr Ahmed Chaoui Benbin pour son intervention qui était vraiment riche et aussi Jim Hoffman Dramé et Dr Jonathan Brokop pour vos interventions qui étaient vraiment très enrichissantes. Et je vous remercie pour vos présentations et je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions. Alors, donc, on va prendre une pause et qu'on se voit à 16 heures maintenant, à 16 heures, pour que nous puissions continuer les séances de cette conférence. Je vous remercie infiniment. Bye bye.